multi-21 c'est. Yeah, multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Multi-21. Aujourd'hui pour m'accompagner, je reçois Pierre. Salut Pierre, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien Louis, salut à tous. Bienvenue à tous pour cette review du Grand Prix de Grande-Bretagne qui s'est donc couru cet après-midi à Silverstone. Et oui, tout à fait, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé ce week-end à Silverstone. Alors, on va regarder les résultats et puis après, on regardera un petit peu ce qui s'est passé en qualif et puis on s'intéressera à quelques points clés de ce qui s'est passé en course, notamment ce finish assez incroyable et puis on verra un peu quels ont été les enjeux de cette course et quels vont être les enjeux à venir avant évidemment de voir nos traditionnels tops and flops, n'est-ce pas ? Voilà, donc au niveau des résultats, moi j'ai envie de parler un petit peu des catégories inférieures parce qu'on n'en parle pas beaucoup et puis souvent c'est là qu'on a les pilotes de Formule 1 de demain. Alors en Formule 3, la première course a été remportée par Liam Lawson qui est un pilote de la filière Red Bull. La seconde course a été remportée par David Beckman et au championnat c'est Oscar Piastri qui mène toujours devant Logan Sargent et David Beckman. Pour ce qui est de la Formule 2, la première course a été remportée par Nikita Mazepin de l'écurie High-Tech. Devant Guan Yu Zhou qui est un jeune protégé Renault et Yuki Tsunoda qui est un protégé Honda. La seconde course à grille inversée a été remportée par Dan Ticktum pour l'écurie Tams devant Christian Lundgaard qui lui aussi est un protégé Renault et Louis Delettra. Au championnat en Formule 2, c'est Robert Schwarzman qui est un protégé Ferrari qui mène toujours le championnat malgré un double résultat vierge en Grande-Bretagne. Il mène ce championnat devant Callum Ilott et Christian Lundgaard. Pour ce qui est de la Formule 1, c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé bien sûr devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Alors, mon cher Pierre, toi tu voulais revenir un petit peu sur la qualif et notamment je crois que la performance des Mercedes en qualification t'a assez soufflé. Écoute, par rapport aux dernières semaines et puis même quand la saison a pu reprendre, on a tout de suite vu qu'en qualif quand même il y avait eu de gros progrès au niveau de Mercedes, etc. C'était un petit peu ce qui leur a été reproché l'année dernière avec un bloc propulseur peut-être un petit peu en retrait par rapport au Ferrari, là où Leclerc par exemple capitalisait quand même pas mal de pôles. Là il montre clairement que sauf défaillance technique, les premières lignes généralement c'est bloqué pour les flèches d'argent. Que dire de la performance de Lewis Hamilton, tête à queue en Q2, ce qui ne l'a pas empêché de signer une pole avec 3 dixièmes d'avance sur Bottas et 1 seconde sur Max Verstappen, 1 seconde 5 sur Lance Stroll avec la fameuse Mercedes rose, affaire à suivre, et 2 secondes sur Sébastien Vettel. Ah oui, effectivement, il y a un fossé complet entre les Mercedes et le reste du peloton. Red Bull notamment qui n'a pas réussi à combler un peu l'écart. Ils espéraient revenir sur Mercedes mais ça n'a pas été le cas. Et puis surtout, il y a un gros trou qui a été créé par le retour en arrière de Ferrari suite à la remise en conformité du moteur. On ne dira pas plus, on ne va pas revenir sur la polémique. Mais effectivement. Non, je pense qu'on en a déjà largement parlé. On en a largement parlé, et puis c'est quand même très visible, notamment avec les autres teams motorisés par Ferrari en piste qui sont aussi très en difficulté. Alors je te propose de revenir un petit peu sur la course aussi, et surtout à cette fin de course incroyable, puisque les deux leaders de la course, à savoir Hamilton et Bottas qui avaient mené cette course, je dirais, presque facilement, ont crevé en fin de course et ça a failli tout remettre en cause. C'était assez incroyable, non ? Bah ouais, enfin on en parlait pendant le Grand Prix. Même si c'est pas le film qui va rester dans les annales, ça faisait un peu le finish à la Michel Vaillant, quoi. Donc pour ceux qui se souviennent du film, à mon avis pas très nombreux, voilà, mais bon c'est pas grave. Vous inquiétez pas, j'en fais partie. Mais c'est vrai que ce finish, ça nous a fait un petit peu penser à ça. C'est une fin de course de dingue. Enfin. Ça va un petit peu dans l'esprit, j'aurais tendance à dire, des nouveaux propriétaires de la F1, Liberty Media, notamment sur le côté show, etc. Mais on a quand même eu très peur, là, au niveau Mercedes. Bottas crève à l'entame du tour 50, donc il n'était pas en milieu de piste ou un truc comme ça. C'est deux vraiment... virages plus tôt, il pouvait rentrer au stand tout de suite. Là, il a dû refaire un tour complet. Il a dû faire un tour complet, donc au ralenti, etc. Il a perdu énormément de temps de piste.
il se reprend 30 secondes en s'arrêtant au stand. Ça a scellé son sort. Tour 51, crevaison de Sainz. Mais Sainz, la chance qu'il avait, c'est qu'il était pas très très loin des stands. Donc ça a permis de limiter un petit peu la casse. Et mais malgré tout, Sainz ne termine pas dans le top 10 quelque part. C'est vrai que ça l'a quand même beaucoup pénalisé. Et c'est dommage parce que il a beaucoup été critiqué ces dernières semaines. Il tenait la dragée haute face à Norris et il était devant Norris quand il a crevé. Donc quand même à souligner pour le futur pilote Ferrari. Et le tour 52 commence et de mémoire c'est à la sortie de Woodcote ou juste avant. Crevaison pour Hamilton. Donc Hamilton s'est tapé quasiment un demi-tour de circuit sur 3 roues. Pas de dégâts supplémentaires, mais ça a été très très chaud au moment de la dernière chicane. Il était vraiment à fond sur les freins. On a vu qu'il y avait pas mal de fumée. Il termine avec 5 secondes d'avance de Verstappen. Sur Verstappen, alors qu'il avait 30 secondes d'avance au début du tour. Ça a été un enchaînement assez bizarre. Bottas a crevé chez Red Bull, ils ont joué la sécurité, ils ont fait rentrer Verstappen au début du tour 51. Hamilton a continué sûr et certain de finir. Je suis quand même très étonné, on en reparlera un petit peu de la stratégie Mercedes. Pour moi, il y en a un qui crève, on fait rentrer l'autre, on lui change les pneus ou un truc comme ça parce qu'on sait que ça risque d'arriver sur la voiture. Ils sont rentrés très tôt, de mémoire ils ont dû rentrer au tour 14-15. Les pneus avaient près de 40 tours dans les pompes, quoi. Donc c'était vraiment limite. Et oui, tout à fait, mais en plus, en ce qui concerne Verstappen, c'est vrai que chez Red Bull, on a joué la sécurité. J'ai beaucoup entendu, notamment sur les réseaux sociaux, etc., de dire que si Verstappen ne s'était pas arrêté, il aurait gagné la course, mais peut-être pas en fait. Il n'y a rien qui permet d'affirmer avec certitude que lui non plus n'aurait pas eu ce problème de pneumatique, puisque je rappelle quand même qu'il y a eu 3 monoplaces en 2 tours qui ont eu ce problème. Donc finalement, c'était pas une si mauvaise idée de la part de Red Bull de jouer la sécurité, je pense. Moi, je pense qu'ils ont eu raison. On se souvient de l'adage d'Enzo Ferrari. C'est une course, d'abord il faut la terminer, c'est la première chose. Je pense que Bottas a été héros malheureux parce qu'il assurait le doublé. Il repart avec 0 quand Hamilton marque 25. Du côté de Max Verstappen et de Red Bull, il sauve quand même 18 points. Ce qui est quand même pas mal, et une 2e place inespérée parce que sinon il devait se contenter que d'une 3e place. Donc moi je pense qu'ils ont eu parfaitement raison de rentrer. 19 points parce qu'il me semble que Verstappen avait le meilleur tour. Oui, tout à fait, Verstappen a le meilleur tour, mais alors je ne crois pas que le point du meilleur tour compte pour le classement constructeur. Je crois pas non plus. Oui, donc effectivement, mais c'est vrai que je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi ça m'a fait quand même penser à ce même Grand Prix de Grande-Bretagne en 2013 où tous les pneus Pirelli avaient commencé à éclater ici et là, et j'ai peur quand même que ça remette un peu en cause le choix de Pirelli d'amener des pneus tendres dans une semaine, ce qui était gage finalement d'un Grand Prix assez mouvementé. Alors, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Ça avait été avéré qu'en 2013, déjà il faisait chaud, c'était la première chose. Les équipes n'avaient pas pris en compte les préconisations de Pirelli, Mercedes en tête. Ça avait causé une crevaison pour Hamilton et ça avait un petit peu ruiné sa course. Mais bon, ils avaient joué un petit peu avec le feu. Je pense qu'ils avaient fait aussi des réglages peut-être un petit peu extrêmes qui ne favorisaient pas au niveau des pneus. Là, je pense en effet que il va y avoir des histoires autour de Pirelli, etc. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Après, au niveau du manufacturier, je pense qu'il y a les préconisations d'un côté, et sur les préconisations, il y a également peut-être la durée de vie du pneu. Si on dit que le pneu est capable de tenir 30 tours, c'est pas la même chose que 35 ou 40 tours. Donc si les écuries ont joué avec le feu, non, c'est pas. Enfin, j'aurais tendance à dire Pirelli n'est pas à blâmer. Eux, je pense qu'ils sont venus avec leurs calculs, leurs simulations, etc. Aux écuries de s'y conformer et d'utiliser le potentiel pneumatique autant que possible.
Après, je suis pas 100% d'accord parce qu'on a vu aucun signe de fatigue des Pirelli avant les crevaisons. On avait Hamilton, Bottas et Sainz qui continuaient de tourner dans des temps qui étaient très bons. Et donc c'est vrai que c'était un peu bizarre de voir un pneu éclater sans prévenir. Mais finalement, c'est pas la première fois que ça arrive avec Pirelli. On se souvient notamment de Sébastien Vettel qui avait eu des problèmes similaires. Donc on commence à avoir l'habitude et effectivement, il faudrait voir à tenir les préconisations de Pirelli. Alors, après, on va juste terminer là-dessus. Moi, j'aurais tendance à te dire sur un Grand Prix où en toute honnêteté, moi, je commençais un petit peu à piquer du nez. Ça relance de l'intérêt, ça relance le spectacle et je trouve que ce côté-là, c'est génial. Le fait de vouloir aller plus loin que ce qui est permis, c'est génial. Ça nous donne des fins de course exceptionnelles. Ouais, au moins on a eu du spectacle. Alors voilà, j'aurais aimé revenir aussi un petit peu sur la course des Red Bull. D'un côté, on a Max Verstappen qui a été sur le podium tout le long de la course, qui a failli même gagner la course après cette crevaison des deux Mercedes. Et d'un autre côté, on a Albon, son équipier, qui termine 8ème. Albon, il s'est qualifié derrière Gasly et son AlphaTauri, et il finit même derrière Gasly en course. L'année dernière, Gasly était quand même très décevant. Red Bull affirmait qu'il n'y avait aucune raison de le rétrograder chez AlphaTauri à l'époque, Toro Rosso, et puis ils l'ont quand même fait. Alors finalement, est-ce que Albon ne voit pas son destin du côté de Faenza maintenant dans les semaines à venir? Bah écoute, je trouve que ça sent pas très bon pour Albon. C'est pas être chauvin ou quoi que ce soit. Gasly l'année dernière sur le même circuit avait fait 4ème. Bon, il avait profité de l'accrochage Vettel-Verstappen certes, mais c'était quand même une 4ème place. Là, on se retrouve avec un Alex Albon un peu fébrile. Qui a fait une grosse sortie de mémoire, c'est en FP2. Accrochage avec Magnussen, bon, même s'il a été reconnu coupable, pour moi c'était du 50%, mais bon, admettons, ça lui condamne quand même un petit peu sa course. Il est obligé de rentrer prématurément. Il fait une belle fin de course, mais il est d'aucun soutien pour Verstappen. Il est pas dans le coup pour épauler Verstappen pour l'instant. Oui, tout à fait. Et puis finalement, heureusement que Red Bull est un peu isolé à cette seconde place du classement constructeur, loin devant le milieu grille, mais loin derrière Mercedes, parce que sinon ce serait compliqué avec Red Bull d'avoir une seule voiture qui marque des points. D'ailleurs, en parlant de team qui n'a qu'une seule voiture qui marque des points, je me tourne du côté de Maranello et Ferrari, c'est pareil. On a Charles Leclerc qui monte sur le podium pour la 2e fois de la saison, alors certes un podium un peu opportuniste, mais d'un autre côté on a Vettel qui n'a marqué que 10 points depuis le début de la saison et qui termine encore 10ème, derrière justement les Renault, Gasly, Albon, Stroll. Donc c'est quand même Vettel, là il est déjà parti en vacances. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense qu'il est déjà parti en retraite depuis un petit moment. Je pense qu'il y a de la démotivation aussi. Je pense que le fait de ne pas être reconduit d'une part chez Ferrari, avoir subi la loi de Leclerc l'année dernière d'une certaine façon, bon, je pense que tout ça fait que voilà, il est plus vraiment dans le truc. Il a sauvé les meubles en Hongrie, ça n'a pas été souligné, mais moi je pense qu'il a fait le boulot. Bon, voilà, à mon avis, la voiture n'avait pas de rythme. Je pense qu'il n'était pas spécialement motivé. À noter quand même que cette Ferrari numéro 5, elle s'est fait déposer par une Renault et par une AlphaTauri, donc c'est un petit peu inquiétant quand même. Et oui, tout à fait. C'est vrai que Ferrari là ne joue plus du tout avec les top teams. Et je trouve que Ferrari là, est redevenu cette année une écurie de milieu de grille. Et justement, en parlant de milieu de grille, on sait déjà qui va être champion du monde. Je pense que tu me contrediras pas si je te dis que Lewis Hamilton va être champion du monde. On sait déjà que Mercedes va gagner le championnat du monde constructeur. On sait même que Mercedes va gagner quasiment toutes les courses d'ici la fin de saison finalement. Est-ce que le seul enjeu qui reste pas dans cette saison 2020, déjà alors qu'on a fait que 4 meetings, c'est pas la 3e place du championnat constructeur et savoir quel sera le meilleur team de milieu de grille, avec une lutte qui s'annonce quand même intéressante entre Ferrari, McLaren, Ferrari, McLaren, Racing Point, et j'ai oublié Renault. Voilà, entre ces 4 teams qui s'échangent la place de meilleur des autres. En effet, Mercedes est devant, Red Bull est derrière, Ferrari, Racing Point, Renault et McLaren. Je pense que ça va être une lutte très serrée. Personnellement, je mettrais une pièce sur McLaren. Outre les déboires de Sainz, je trouve que les deux sont très solides et ils sont capables d'aller prendre de gros points. Racing Point, c'est un peu plus irrégulier.
Renault, il y a des progrès, mais je les vois pas prendre la 3e place. Puis Ferrari, on va voir comment ils vont évoluer, mais ils ont déjà commencé à sacrifier cette année et l'année prochaine, donc ça sent pas très bon quand même. Eh ben écoute, tu sais que j'adore McLaren, alors j'ai envie de dire que Dieu t'entende, simplement. Je te laisse nous présenter ton top et flop. Eh ben oui, exactement, et tu me l'ôtes de la bouche. Alors écoute, moi en top, j'ai mis quand même Hamilton, qui a fait une très bonne course, un très bon week-end d'ailleurs au global, hein, pole position et victoire, donc rien à dire sur Hamilton, comme d'habitude. J'ai envie de souligner le très bon week-end de Gasly, qui s'est bien qualifié devant Albon et qui termine à une belle place dans les points. Il marque de bons points pour AlphaTauri qui sont importants en fin de saison. Et puis j'ai aussi envie de mettre un bon point à Renault en général, puisque les deux Renault, Ricciardo 4ème et Gasly 7ème, finissent donc dans les points. Ocon, pardon, 6ème, qu'est-ce que je raconte donc Ricciardo 4ème et Ocon 6ème, donc le Renault qui marque 20 points et qui se place comme meilleur des autres, ni plus ni moins sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc on les a pas trop vus, mais c'est un bon résultat pour Renault. Voilà, je sais pas qui tu voyais en top. Moi je te rejoins au niveau du top, j'avais trouvé exactement la même chose. Je te laisse nous présenter maintenant ton flop. Eh ben écoute, vas-y pour les flops, parce que si on a les mêmes comme ça, tu pourras aussi t'exprimer. Alors, écoute, moi le premier flop, ça va être pour Mercedes. Je trouve qu'ils ont été un petit peu justes au niveau de la stratégie des pneus. Je reviens sur ce que je disais au début. Il aurait été plus prudent de faire rentrer Hamilton avant le début du dernier tour, au moins. Verstappen était rentré, ils avaient 30 secondes d'avance, ils avaient largement le temps de faire rentrer Hamilton, et Hamilton pouvait tranquille pépère finir la course avec des pneus frais, dispo, pourquoi pas signer le meilleur tour éventuellement. Mais voilà, enfin à mon avis, ça a merdouillé de ce côté-là. Autre flop, écoute, Sébastien Vettel. Enfin, je veux dire, Leclerc termine 3ème, certes avec les péripéties de fin de course, mais 2e podium en 4ème course, en 4 courses, donc à souligner. Et Grosjean, je trouvais que la stratégie était audacieuse, j'ai pas aimé le comportement en piste. Voilà, l'espèce de louvoiement avec Ricciardo, plus d'autres manœuvres un peu limite. J'ai pas trop compris à quoi ça servait, et c'est pas le Romain Grosjean qu'on a envie de voir. Oui, effectivement, puis ça servit pas à grand chose parce qu'il finit 16ème. Écoute, moi je te rejoins sur Vettel, effectivement, loin de Leclerc, je vois pas trop. Voilà, il était parti en vacances, en retraite, même comme tu l'as dit. Albon aussi, de nouveau dans les flops, parce qu'il est pas au niveau de ce qu'on attend pour un pilote Red Bull. Et puis moi en 3ème flop, j'ai mis simplement Pirelli. Parce que effectivement on leur a demandé des pneus qui permettaient de faire du spectacle, mais des pneus qui se dégradaient, pas des pneus qui éclataient, et j'ai vraiment l'impression que Pirelli ne trouve pas la solution pour faire des pneus qui fonctionnent en Formule 1, et j'ai vraiment l'impression que là c'est un problème soit de moyens, soit de compétences, mais en tout cas il y a un problème à régler chez Pirelli, et ça ne fait pas du tout de la bonne publicité pour le manufacturier italien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. De toute manière, ça fait déjà un bon moment qu'on parle, donc on va pas vous embêter plus longtemps. Voilà, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Ça nous fait toujours très plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker la vidéo, à partager tout ça. Ça nous fait énormément de bien. Et puis, n'oubliez pas la petite cloche. Et oui, la cloche, si vous voulez nous suivre. Je ne suis pas youtubeur professionnel, tu fais bien de le dire. Et puis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires aussi ce que vous avez pensé de cette course, qui pour vous sont vos tops et flops. Voilà, merci à tous, salut et à bientôt. Ciao, à bientôt.